Propose d'entendre, avant de vous présenter nos invités, une présentation introductive qui nous est proposée par Erwan Le Barbu, qui est chef du département adjoint, hydrométrie et gestion quantitative à la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté. Oui, bonjour à tous. Alors, dans la continuité de la présentation qui a été effectuée par monsieur Ahmed Suchet tout à l'heure, donc je vous propose de regarder ce qu'on observe sur les évolutions des débits de la Saône sur les 40-60 dernières années pour voir si effectivement sur la rivière de la Saône, l'axe majeur de la Saône, on peut constater déjà des prémices de l'évolution du changement climatique tel qu'on le craint. Voilà, donc on va commencer la présentation. Si elle veut bien s'afficher. Voilà, alors l'analyse que je vous propose se base sur un réseau de stations de mesure des hauteurs d'eau et des rivières de la Saône sur l'ensemble de son parcours. Réseau hydrométrique suivi par les DREAL, toutes les DREAL, dont la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, qui suit à peu près 200 stations de mesure des rivières. Donc sur la Saône, on a 15 stations de mesure des hauteurs d'eau réparties de Montureau-sur-Saône jusqu'à la confluence avec le Rhône à Lyon. Et toutefois lié aux ouvrages de navigation VNF, seules 4 de ces stations présentent des débits fiables en toute situation. Donc les missions d'hydrométrie en DREAL sont de diapositives précédentes de réaliser contrôle de hauteur et de débit pour s'assurer de la véracité et de l'exactitude de ces valeurs. Donc sur la diapositive suivante, sur la Saône, on a des stations qui sont assez anciennes. La station de Mâcon présente des mesures en continu depuis 1952. Des stations également anciennes sur Le Châtelet et Sandrecourt, puisqu'on a des mesures depuis 1965. Et des stations beaucoup plus jeunes comme c'est sur Saône. Sur le bassin versant, on a des stations beaucoup plus anciennes, comme le Doubs à Besançon avec 100 ans de données, voire même plus que 100 ans, donc depuis 1893 sur le Doubs du côté de Morteau. Donc ces chroniques longues vont nous permettre effectivement de voir si on constate déjà des évolutions de débit. Et notamment au travers de la station de la Saône à Le Châtelet, qui est la station hydrométrique la plus en aval, qui présente des débits fiables en toute situation, en hautes eaux et basses eaux. C'est une station qui comporte des résultats assez similaires avec l'affluent principal du Doubs à la station de Neublanc. Donc en dessous, on dispose de la chronique des débits continue depuis 1965 jusqu'à janvier 2022. Et donc on va pouvoir commencer à regarder comment évoluent les débits de cette rivière. Donc sur la diapositive suivante, on va commencer par regarder le débit moyen annuel de la Saône à Le Châtelet, avec en bleu donc, le débit de chaque année. Donc on constate que ce débit a une forte variabilité. Donc on a des années où c'est assez humide, d'autres où c'est très faible. Et donc finalement, on va utiliser un paramètre de moyenne glissante qui est représenté en moyenne glissante sur 10 ans, qui permet d'avoir quelque chose de plus robuste et de plus stabilisé comme paramètre, qui est représenté en orange sur la figure. Donc si on analyse la période déjà de 1980 jusqu'à de nos jours, on constate que sur les débits moyens interannuels, on constate une diminution de ces débits qui passent de l'ordre de 200 m3 par seconde à une valeur autour de 150 m3 par seconde. Donc en se focalisant sur la période récente, 1980-2020, on pourrait s'imaginer que le changement climatique est déjà à l'œuvre. Mais si on regarde la période plus longue, donc 1965-2020, c'est la diapositive suivante, on constate que cette hypothèse finalement n'est pas vérifiée, puisque dans les années 1970, les débits de la Saône à Le Châtelet étaient extrêmement bas et ont conduit à faire diminuer la moyenne glissante de ces débits interannuels en dessous de la valeur des 150 m3 qu'on a aujourd'hui. Donc finalement, cette tendance à la baisse n'est pas confirmée. Et sur la diapositive suivante, on voit sur une chronique plus longue, donc le Doubs à Besançon par exemple, qui présente 100 ans de données, on retrouve finalement ce pic de valeur relativement haut des débits moyens interannuels sur les années 1980-90.
la stabilisation sur une valeur relativement moyenne depuis 2020 et le point bas dans les années 70. Mais avant, en 1940, on avait également eu une période de débit plus élevé. Donc finalement, sur les débits moyens interannuels de la Saône, on n'observe pas de tendance générale, mais on observe des grands cycles de débit plutôt élevés, de débits plutôt faibles sur cette période. Voilà, sur la diapositive suivante, on va pouvoir regarder les débits de crue. Donc chaque année, on récupère le débit maximal de la crue la plus forte de l'année, et donc représenté donc, de 1965 jusqu'à 2021. Donc on retrouve les crues les plus importantes de la Saône à Le Châtelet, donc de 1981, 82 et 83, qui étaient vraiment les plus fortes. Sur les crues significatives, à plus de 1200 m3 par seconde, on avait également 1970 et 2001. Et finalement, à l'exception de 2018, de janvier 2018, ça faisait effectivement relativement longtemps qu'on n'avait pas eu de crue significative, qui a atteint tout juste 1200 m3. Voilà. Et puis sur les crues plus modestes de l'ordre de 1000 m3 par seconde, effectivement, ces débits de crues significatifs qui étaient relativement communs avant les années 2000 devient un peu plus rare. Donc finalement, sur l'axe Saône, les débits de crues intenses, forts, seraient moins fréquents, probablement liés à un manteau neigeux moins important et donc qui fondrait de façon moins importante. Et donc maintenant, on va regarder les débits de sécheresse et les débits d'étiage, donc qui sont le principal objet des inquiétudes d'aujourd'hui. Donc sur le graphique du haut, on retrouve les débits de la Saône à Le Châtelet en débit de sécheresse, le débit le plus bas de chaque année sur la Saône à Le Châtelet. Et puis sur le graphique du dessous, c'est sur les débits du Doubs à Nœud-Blanc. Donc on va regarder déjà sur la Saône à Le Châtelet. On constate, comme M. Amiot-Suchet l'a indiqué tout à l'heure, qu'avant les années 1986, finalement, les débits de sécheresse étaient relativement élevés. Et depuis les années 86, on constate une nette tendance à la baisse de ces débits de sécheresse, puisque finalement, ces débits de sécheresse sont passés autour de 35 m3 par seconde dans les années 1960 à un débit de sécheresse moyen de l'ordre de 20 m3 par seconde aujourd'hui. Associé à cette tendance, on va revenir à la diapositive d'avant, associé à cette tendance, finalement, on constate également que on a des sécheresses extrêmes, donc comme on les a connues en 2018, 19 et 20, qui reviennent avec une certaine cyclicité de l'ordre de 15 ans, puisqu'on retrouve 15 ans avant la sécheresse de 2003, qui est très connue, très marquée dans les esprits, les sécheresses des débuts des années 1990 et la sécheresse de 1976 également reconnue. Et donc cette cyclicité de l'ordre de 15 ans des sécheresses extrêmes se retrouve de façon assez significative sur l'ensemble des rivières de la région. Pour la station, pour le Doubs, pour la rivière du Doubs, donc c'est le graphique du dessous, on ne constate pas de façon aussi significative cette baisse de débit des sécheresses. Donc finalement, cette baisse du débit des sécheresses serait localisée sur certains territoires, ou en tout cas pas encore observée de façon significative sur le bassin du Doubs. Voilà. Et puis enfin, pour conclure, on va passer sur cette diapositive qui présente les débits du Doubs à Besançon sur 100 ans, où on a cette cyclicité de l'ordre de 15 ans qui se retrouve également dans les années 60, 1947 et les années 30, avec des sécheresses très marquées, mais sans tendance nette non plus sur le Doubs à Besançon de diminution des débits des sécheresses. Voilà. Et puis pour conclure, sur l'évolution des débits constatés puis observés, donc c'est la diapositive suivante. Sur le débit moyen interannuel, on constate une absence d'évolution marquée de l'évolution des débits moyens interannuels. Il y a une forte variabilité selon les années, mais la moyenne générale reste constante comme les études générales d'Explore 70 l'indiquent. Pour les débits de crues, on constate une diminution, du moins des crues majeures sur l'axe Saône qui semble être de moins récurrente. Par contre, il faut rester vigilant sur des phénomènes nouveaux qu'on n'observe pas, ou on pourrait observer en nouveauté. Des phénomènes de type goutte froide qu'on a connus en 2021, avec des forts ruissellements en été qui viennent du nord, qui ont été très marqués par les inondations en Belgique et en Allemagne, un petit peu moins sur notre territoire. Voilà. Mais par contre, pour la Saône, pas de grande évolution sur des crues. Pour la sécheresse et pour les débits de sécheresse, le constat dépend, pour l'instant en tout cas en observation, selon les bassins. Autant sur le massif du Jura, donc représenté par les écoulements du Doubs, il n'y a pas de tendance nette à la baisse de ces débits.
Autant sur la rivière de la Saône, on constate déjà effectivement une nette diminution des débits depuis les années 1985, avec cette cyclicité de l'ordre de 15 ans qui revient et qui accentue finalement ces sécheresses exceptionnelles de l'ordre de 15 ans, donc 2018-2020, 2003, 1976. Voilà. Et donc la diminution des débits de sécheresse de l'ordre de 30% prévus dans les modèles serait déjà enclenchée sur l'axe Saône et se poursuivrait dans l'avenir avec des débits de sécheresse qui seraient encore plus bas dans le futur. Voilà pour la présentation des débits. Merci beaucoup, monsieur Le Barbu, pour cette séquence introductive, cette présentation introductive. Donc, la plus grande rivière de France, par la taille de son bassin versant, connaîtrait-elle donc déjà des effets avérés du dérèglement climatique, même si tout n'est pas sur les mêmes courbes, nous l'avons compris. Mais en tout cas, si certains effets s'accentuent, comment agir, comment anticiper l'avenir d'une situation qui, si elle n'était anormale qu'à certains points de vue pour l'instant, pourrait devenir la norme en quelque sorte. C'est ce à quoi vous pourrez répondre dans un instant, vous, nos invités de cette table ronde consacrée à la thématique de la quantité d'eau. Et pour ce faire, nous allons retrouver dans un instant Frédéric Flügersdorfer, qui est conseiller régional de la région Grand Est, qui s'est déjà exprimé en introduction tout à l'heure, qui est avec nous en visioconférence. Monsieur Michel Duvernois est parmi nous présent dans ce studio, conseiller départemental de Saône-et-Loire. Monsieur Nicolas Michaud, qui est membre du bureau de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, en charge de la gestion quantitative, justement. Monsieur Jean-Yves Roussel, responsable de l'unité Grande Saône à Voies navigables de France. Et Cédric Borget, directeur de l'EPTB Saône-et-Doubs. Monsieur Le Barbu, vous restez avec nous pour intervenir si vous le souhaitez ou préciser tel ou tel point qui vous semblerait important. Je voudrais commencer avec Monsieur Borget, si vous le voulez bien, pour nous dire si évidemment, au vu de ces présentations qui vous sont faites depuis ce matin, vous confirmez la même perception des changements éventuels, notamment dans le régime des crues de la Saône. Et voilà, la question est de savoir si, par exemple, les dernières crues sont inhabituelles ou si elles pourraient justement devenir une nouvelle référence. Alors on a tendance à s'appuyer, et on s'appuie beaucoup sur les données de l'Adréal, et on préfère s'appuyer sur les chiffres et les données concrètes que les impressions, parce que parfois elles peuvent être un petit peu trompeuses. Monsieur Le Barbu nous l'a montré, on a des cycles qui se répètent parfois à 15 ans, 30 ans d'intervalle, qui peuvent venir de différents phénomènes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la crue de cet été, elle a marqué vraiment les esprits. Elle était inattendue, elle était exceptionnelle, et pas forcément exceptionnelle par son niveau, par sa hauteur, puisque finalement elle n'a pas atteint une hauteur très importante, un débit très important. Par contre, une crue de la Saône au mois de juillet, c'est complètement inhabituel. Alors c'est pas inédit, puisque c'est déjà arrivé par le passé, mais il faut remonter au 19e siècle, à 1882, pour voir ce genre de crue, ou sur le Doubs 2007 ou les années 50. Et donc ça interroge. Voilà, on peut se poser ces questions. Après, pour les crues d'hiver de cette année, donc janvier-février, là on retrouve finalement les crues habituelles que tout le monde connaît. Et dans un sens, c'est un petit peu aussi ce que Monsieur Le Barbu montrait, on est en train avec cette année 2021, on est revenu à une année avec une humidité un petit peu plus normale, puisque les 3 années précédentes, on était vraiment plutôt dans les années d'humidité très basse, plutôt sèche. Alors se méfier des impressions, c'est une chose, donc c'est pour ça que nous on voudrait aller un petit peu plus loin que ces observations, et dans le cadre du programme d'action de prévention des inondations de la Saône, du PAPI, que le PTB va porter dans les prochaines années, on souhaiterait pouvoir avoir une étude qui nous permette de mettre en perspective et de ces chiffres, d'avoir des prévisions fiables et de pouvoir nous donner des informations sur qu'est-ce qu'on pourra attendre en termes de fréquence de crues. On sent bien, la plupart des études convergent pour dire que c'est difficile justement de donner des éléments. Par contre, pour ce qui est des étiages, et Monsieur Le Barbu l'a dit tout à l'heure, mais on a aussi des études depuis quelques années qui le confirment, là, la tendance est beaucoup plus claire à des étiages plus sévères, des sécheresses vraiment sévères. Mais donc on va mener cette étude là dans le courant de l'année pour avoir des éléments un petit peu plus fiables et pour pouvoir partir sur des données un peu plus concrètes, parce que on préfère
préfère utiliser ces données-là plutôt que se fier à ces impressions qui parfois peuvent être un peu trompeuses. Mais on comprend bien votre besoin de visibilité, comme ça peut être le cas pour d'autres acteurs concernés. Et je me tourne justement vers Monsieur Michaud pour avoir son point de vue en ce qui concerne les éventuelles craintes que pourraient avoir les professionnels de l'agriculture concernant leur avenir dans le Val-de-Saône. Même si on peut témoigner pour celles et ceux qui connaissent bien le Val-de-Saône qu'il y a certaines pratiques qui ont déjà évolué depuis les dernières décennies. Je dirais, on a vu notamment des pratiques culturelles ou de modes de récolte qui ont évolué peut-être en fonction aussi de ces événements. Et comment voyez-vous les choses? Quelles sont les perspectives? Alors, j'allais dire auxquelles vous croyez aujourd'hui. Nous sommes tous pareils. On a besoin de visibilité, mais pour l'instant, on se base sur des données factuelles qui, malheureusement, ne donnent pas grand-chose en termes de tendance, si ce n'est pour les problématiques de l'étiage. Ça, vous allez peut-être nous en dire deux mots. Alors, sur l'agriculture et les enjeux des inondations, c'est vrai que le monde agricole s'est adapté avec la vie de la Saône. C'est vrai que ça fait des centaines d'années que l'agriculture travaille au bord de la Saône et les crues font partie du paysage. Les crues hivernales, on a l'habitude, débordantes, et on a adapté nos pratiques en instaurant des cultures de printemps, justement, qui sont moins sensibles aux périodes de crue, mis à part, c'est vrai, cette exception de 2021 qui est dans la mémoire de tout le monde, une crue quand même exceptionnelle et qui a eu des gros dégâts sur notre agriculture. Ce qui est aujourd'hui le plus dommageable, c'est la partie des petites inondations qu'on peut avoir au printemps et qui sont aussi très dommageables pour l'économie agricole. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs, et c'est bien qu'aujourd'hui beaucoup de monde se mobilise sur cet événement Saône, puissent entendre le message du monde agricole en sachant qu'il faut qu'on aménage la Saône par rapport à des petites crues. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une part de responsabilité de l'entretien de certains émissaires de la Saône qui ont été délaissés. Alors, suite à des problèmes budgétaires, on sait qu'aujourd'hui, c'est un gros problème un peu partout, notamment VNF doit gérer la partie navigable et a un peu délaissé la partie hors navigable, mais c'est ces endroits-là aujourd'hui qui posent problème dans l'écoulement de l'eau et qui font des petites crues débordantes liées aussi à l'artificialisation des sols des villes qui sont en amont. Et on a des fois 10 à 15 cm d'eau dans les parcelles pendant une semaine et qui détruisent les cultures de printemps et qui sont aussi dommageables pour les éleveurs qui mettent leurs animaux dans les prairies et qui doivent les rentrer voire une fois, deux fois, trois fois durant le printemps. Et malheureusement, si rien n'est fait dans ce schéma-là, la disparition de l'élevage va avoir lieu. Et qui dit disparition de l'élevage, disparition des prairies, avec un impact derrière sur la biodiversité qu'on peut trouver en Val-de-Saône. Donc c'est vraiment des enjeux importants. Il faut vraiment écouter, je pense, le monde agricole. On a des solutions à apporter. Il y a eu une très grande étude qui a été menée qui a été rendu l'année dernière sur le Val-de-Saône, sur le territoire de la Côte d'Or. Et je pense qu'aujourd'hui, on attend des réponses. L'État a financé une étude, mais je pense que l'État et les collectivités n'ont pas pris conscience qu'il y avait des travaux qui devaient être mis en jeu, qui devaient être mis en route pour justement améliorer ces travaux-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la modernisation de tous les types de transports, je pense notamment sur le territoire de la vieille Saône, on a été amputé depuis les années 80, on a coupé le Val-de-Saône avec une autoroute A36, on a été aussi avec le canal à grand gabarit qui ont totalement perturbé l'écoulement de l'eau à ce moment-là, et je pense qu'aujourd'hui, ces acteurs-là doivent rendre des comptes et aider l'agriculture avec des travaux financés par les collectivités à dédommager les petites crues sur l'agriculture. En tout cas, compenser d'une certaine manière les effets indésirables que vous semblez ressentir. Et on a aujourd'hui un point important, notamment sur les petites crues, qui, je pense, peut aussi impacter VNF, c'est par rapport à un petit barrage qui est sur le site de Le Châtelet, justement, et qu'il faut absolument qu'on travaille et qu'on arrive à effacer cette lame d'eau qui nous empêche de cultiver et de mettre les bêtes en culture.
Sur la partie étiage, il y a aussi un point très important et je pense qu'aujourd'hui l'agriculture est aussi très mobilisée par rapport aux étiages. On est les premiers qui sommes touchés par les restrictions lorsqu'il y a des mesures qui sont mises en place. Mais il faut faire attention aussi dans l'interprétation. L'agriculture n'est pas la seule responsable du non-rechargement des nappes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça représente que 3 à 4% des volumes prélevés sur le territoire. Donc posons-nous les bonnes questions. Aujourd'hui, l'État nous met une pression avec le guide par rapport à l'utilisation de l'eau sur le territoire de la Côte d'Or. Mais je pense que quand vous aurez résolu et éliminé l'irrigation du département, vous n'aurez pas résolu la problématique du manque d'eau pendant la période d'étiage. Donc prenez vraiment en compte ces éléments-là. Il y a toute une économie. Aujourd'hui, il y a des cultures qui sont mises en place sur le Val-de-Saône qui alimentent les filières locales. Je pense notamment aux légumes, pommes de terre, oignons et d'autres maraîchages qui alimentent. Et aussi, il y a une volonté collective des collectivités aujourd'hui qui veulent du local. Donc si demain on ne peut plus irriguer ces productions-là, comment va-t-on alimenter nos cantines scolaires avec de la production locale? Je me tourne vers Michel, il y a une production de soja qui a été mise en place sur le territoire non OGM, qui va aussi dans l'élevage de nos territoires. Projet de filière régionale. Qui est en route, voilà, et qui alimente l'alimentation de nos bovins de Bourgogne-Franche-Comté, notamment je pense aussi aux AOP comté qui mangent de notre soja. Si demain on ne peut plus cultiver ces productions-là, on va à l'encontre du bilan carbone, on va faire importer des sojas qui viennent de l'autre bout du monde, qui ne respectent pas les normes que le consommateur a besoin demain. Et ça, voilà, il faut vraiment prendre en compte tous ces éléments-là. L'agriculture travaille dans le bon sens, mais on veut absolument qu'il y ait vraiment une prise de conscience de l'État, des acteurs, des collectivités pour notre milieu, quoi. Merci Monsieur Michaud. Il semblerait justement à ce propos, on ne va pas parler que de ça, mais pour les solutions de retenue éventuellement ou de gestion des excès d'eau d'hiver, il y a eu quelques concessions, j'ai cru comprendre, qui venaient d'ouvrir la porte avec le Varenne de l'eau notamment. Donc je ne sais pas si cela sera adapté à la Saône en particulier, mais Monsieur Bourget, juste 2 mots là-dessus par rapport à la réduction de l'impact des crues. Qu'est-ce qui est en notre pouvoir collectivement, je dirais? Est-ce que ça passe par des ouvrages de rétention ou d'autres techniques? Et est-ce que justement la rétention d'eau au profit de l'agriculture en période d'étiage est une des solutions? Je ne sais pas si tout ça est adapté et adaptable. La question de ce qu'on peut faire pour se prémunir des crues de la Saône a été à l'origine de la création de l'EPTB il y a un peu plus de 30 ans maintenant, parce que justement on avait eu à cette époque une succession de crues printanières, années 83 une très grosse, et puis les années 87-89 une série aussi qui avait fait beaucoup réagir. Le PTB avait été créé avec cette mission de répondre à cette question, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut bien se rendre compte des ordres de grandeur dont on parle quand on parle des grosses crues. Et là, je vais rejoindre M. Michaud par rapport aux petites crues. Les grosses crues de la Saône, en fait, on est un petit peu condamné à les regarder passer. Voilà, parce que l'ordre de grandeur, ça se compte en milliards de mètres cubes. Alors ça, c'est peut-être pas très parlant, mais c'est le volume d'un lac comme le lac du Bourget, le lac d'Annecy. Aucun ouvrage n'est capable de retenir ce volume. Et ce que les études qu'on avait lancées à l'époque nous ont permis de montrer, c'est que pour avoir un début d'impact, donc réduire de quelques centimètres, par exemple, le niveau de l'eau à Châlons, Mâcon, Grès ou ailleurs, il faudrait stocker à peu près 10% de ce volume. 10%, c'est 200 millions de mètres cubes. C'est le volume d'un gros barrage comme on a sur la Seine ou sur la Loire. Donc, qui serait prêt aujourd'hui à inonder des vallées comme ça? Je pense aujourd'hui plus personne. Ou alors, c'est 2000 retenues de 100 000 mètres cubes chacune. Donc, ça veut dire, voilà, vraiment Donc, la meilleure solution, c'est de partager ce risque au moment où, du moins à l'événement, moment où il a lieu. Alors, pour les grosses crues, et c'est aussi vrai pour les petites crues, on n'est pas non plus condamné à avoir les bras croisés. On peut favoriser l'adaptation des territoires. Et c'est un peu là-dessus c'est un peu sur cet axe qu'on va travailler dans le cadre du Papy-Saône, c'est-à-dire plutôt aider les territoires à mieux prévoir la crue, gérer la crise
et s'adapter pour faire face à la crue. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça marche pour les grosses crues, mais ça peut aussi marcher pour les petites crues. Donc travailler sur le ressuyage, par exemple, pour les petites crues, c'est au niveau agricole, c'est vraiment un point important. Travailler sur la gestion de crise ou l'alerte, je le disais, pour la sécurité des personnes, c'est également intéressant. Et puis réduire la vulnérabilité des bâtiments en les adaptant, ou des infrastructures, ou des exploitations agricoles également. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on travaille aussi toujours dans le bon sens quand on va essayer à retenir l'eau ou ralentir l'eau en amont. Et tous les petits projets, alors effectivement, c'est pas des millions de mètres cubes de retenue, mais tous les petits projets qu'on réalise, que ce soit dans les Vosges, en Haute-Saône, notamment sur les portions de rivières qui arrivent déjà un petit peu en retard, les projets de restauration de zones humides qui permettent de retenir quelques centaines, milliers de mètres cubes par-ci par-là, vont tous dans le bon sens. Après, c'est un petit peu une science un peu de sorcier, parce que si la basse vallée de la Saône est un petit peu épargnée par la concomitance entre les crues de la Saône et du Doubs, c'est bien parce que le Doubs passe avant la Saône, et à Lyon c'est pareil, le Rhône passe avant la Saône aussi. Donc faut bien essayer de ralentir les portions de rivières qui sont déjà un petit peu en retard. Donc la Saône amont, on y travaille beaucoup. C'est très technique en tout cas. Mais parmi les acteurs potentiels de régulation et de rétention figure Voies navigables de France, puisque vous gérez un certain nombre d'ouvrages de navigation qui contribuent, qui jouent une partie de ce rôle de rétention et de régulation pendant les crues de la Saône, alors jusqu'à une certaine limite, j'imagine, comme vient de le rappeler Cédric Borget. Mais quel rôle peuvent jouer ces barrages, comme ces ouvrages, comme c'est le cas pour des barrages sur d'autres rivières, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous préciser le rôle et le fonctionnement de ces ouvrages chez VNF? Bien sûr. Pour répondre à votre question donc sur la façon dont nos ouvrages de navigation ont une influence sur l'écoulement de l'eau et quelle est notre action en matière de gestion hydraulique, il faut se redonner quelques éléments effectivement de contexte géographique et aussi historique. Donc d'un point de vue géographique, on a effectivement une grande rivière, on a un grand bassin versant, et la Saône récolte toutes les précipitations qui tombent sur ce bassin versant, ce qui représente des quantités considérables, qui peut représenter des quantités considérables. Et donc on a une rivière qui a des débits extrêmement variables. On a parlé des débits de l'étiage. Barbu, vous avez évoqué ce qu'avaient été les débits sur les stations de Le Châtelet. Ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'à la confluence, on est descendu effectivement en 2018, 2019 et 2020 sur des débits extrêmement faibles, qu'on n'avait jamais connus, autour de 30 mètres cubes par moment, alors même que les très grandes crues peuvent amener à la confluence des débits de 3000 mètres cubes secondes, ce qui fait qu'on est sur des rapports de 1 à 100. Donc des conditions extrêmes parfois qu'il faut effectivement pouvoir gérer et que nous ne gérons qu'à partir du moment où on est capable de contenir ou de retenir des niveaux d'eau qui sont les niveaux qui nous sont proposés de maintenir dans le cadre des conditions de navigation, et qui sont en général des niveaux d'eau qui sont la plupart du temps donc des niveaux d'eau relativement bas par rapport à ce que provoquent les crues. Donc on a effectivement de l'eau qui arrive sur la Saône. Cette eau donc doit se frayer un passage. La Saône se fraye un passage entre les deux collines lyonnaises que sont Croix-Rousse et Fourvière. Goulet d'étranglement, et donc comme tous les goulets d'étranglement, avec les caractéristiques, vous l'avez évoqué, effectivement du Rhône qui, selon son niveau à lui, favorise plus ou moins l'écoulement de la Saône, mais en tout cas, on a un rétrécissement, et donc on a, en fonction du volume d'eau, l'eau qui inonde le Val de Saône, qui fait bassin de rétention. Dans ces conditions, avec ces variabilités en termes de débit, la navigation, plutôt compliqué. Historiquement, ça a été assez compliqué. Il fallait de l'eau suffisamment pour pas toucher le fond, et puis il en fallait pas trop non plus pour passer sous les ponts. Donc la navigation était extrêmement contrainte, et donc les différentes générations humaines qui ont cherché à naviguer sur la Saône se sont adaptées.
et ont essayé d'aménager la Saône pour faciliter les conditions de navigation. Donc on a eu toute une série d'aménagements dans l'histoire. Pour augmenter les degrés de liberté dans un sens ou dans l'autre. Alors, pour essayer justement de faciliter les conditions de navigation quand il y avait peu d'eau. Quand il y a de l'eau, à un moment donné, voilà, on ne peut plus passer sous les ponts, on ne passe plus sous les ponts, on attend que ça descende. Mais quand on n'a pas d'eau, ou très peu d'eau, on peut effectivement essayer de concentrer ou d'aménager un certain nombre d'ouvrages pour faciliter le mouillage. Donc cet objectif initial peut avoir d'autres vertus aujourd'hui. Alors, effectivement. Voilà. Pour en arriver donc aux derniers aménagements qui ont été mis en place, on a parlé du milieu du 19e, on a commencé à aménager la Saône avec des seuils et des écluses. Voilà. Bon. Des écluses, les écluses, c'est finalement quelque chose qui n'est pas si ancien que ça hein, dans l'histoire. On commence à les concevoir à la Renaissance. Donc les derniers aménagements qu'on a aujourd'hui sur la Saône ont été construits dans les années 70. On a parlé du grand gabarit, donc la Saône entre Lyon et quelque part Saint-Jean-de-Laude. Et donc ces ouvrages ont aujourd'hui pour mission de retenir environ 3,50 m d'eau dans le lit de la rivière. 3,50 m d'eau, c'est l'étiage, ce qu'on considère aujourd'hui comme l'étiage. Quand l'eau commence à monter, les ouvrages, les seuils qui sont des ouvrages mobiles, commencent à s'effacer, à s'abaisser. Et quand les ouvrages sont complètement abaissés, on est toujours à 3,50 m d'eau. Et on n'a plus aucune influence sur l'écoulement naturel de la rivière. Pour que la rivière ensuite soit en crue, il faut encore monter considérablement le niveau d'eau, puisqu'on a des débordements qui se produisent bien au-delà de ces 3,50 m qu'on garantit en termes de mouillage de navigation. Donc, pour répondre enfin à votre question, et pour ne pas allonger le propos... Vous savez que le temps qui nous est imparti est très contraint, hein, donc je vous propose de le partager entre vous. Surtout. Donc on a effectivement des ouvrages de navigation qui permettent de retenir de l'eau en période d'étiage. À partir du moment où l'eau commence à arriver, que les précipitations gonflent le lit de la rivière, nos ouvrages s'effacent, la rivière retrouve son cours naturel et ensuite continue à monter pour déborder enfin et provoquer éventuellement des crues. Donc nos ouvrages ne sont pas des ouvrages de gestion et de régulation des crues, ce sont des ouvrages de régulation des étiages. Merci pour cette précision technique pour les plus profanes d'entre nous, mais c'est l'occasion de rappeler les choses. Monsieur Fliegensdörfer, je ne vous oublie pas. Je sais que vous êtes bien présent avec nous en visioconférence. Je me permettrai de revenir vers vous dans un instant, mais si vous permettez, on va terminer le tour d'horizon avec le Val de Saône où nous nous trouvons. Et je vais interroger votre collègue, Monsieur Duvernois, votre collègue élu de Saône-et-Loire, qui a été particulièrement touché, ce département, par les crues de 2021 ou 2021, c'est ça. Et voilà, donc comment le Conseil départemental, M. Duvernois, peut-il accompagner les territoires dans l'adaptation aux effets du changement climatique? Et je poserai la même question à M. Fliegensdörfer, qui ne connaît pas que la Saône sur son territoire. Il est aussi concerné par d'autres cours d'eau tout aussi importants, voire plus. Oui, vous avez raison d'évoquer les dégâts considérables enregistrés en Saône-et-Loire en juillet-août 2021. Sur les 35 000 hectares inondés du bassin de la Saône et du Doubs, environ 17 000 sont en Saône-et-Loire, donc nous sommes effectivement aux premières loges. Ces dégâts ont été considérables, on les estime entre 12 et 15 millions d'euros, concernent des dégâts sur du maraîchage, des grandes cultures et des prairies permanentes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ces dégâts sont considérables, et d'autant plus qu'on ne prend en compte que les dégâts ponctuels enregistrés en 2021, mais dans le cadre des prairies, on risque d'avoir une dégradation de ces prairies quand elles sont inondées, en particulier dans des zones occupées dans des dispositifs Natura 2000. Et on n'intègre pas non plus dans ces inondations les dégâts causés à la biodiversité, puisque on sait que, par exemple, la nidification d'un certain nombre d'espèces a été très sérieusement perturbée. Voilà, donc... pour le département de Saône-et-Loire, c'est quelque chose de très conséquent. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons comme marge de manœuvre dans ce dossier-là? Il ne faut pas oublier que la gestion des inondations a été rappelée, ressort du cadre GEMAPI, qui est lié aux intercommunalités. Par contre, ce cadre GEMAPI laisse quand même quelques zones d'ombre,
Et je voulais évoquer le problème des casiers agricoles, puisque c'est une spécificité du Val-de-Saône, en tout cas dans sa partie sud. C'est qu'une trentaine de casiers agricoles ont été implantés depuis le 19e siècle. Et ces casiers, aujourd'hui, sont un peu laissés livrés à eux-mêmes. Et il nous semblerait logique, en tout cas en étroite collaboration avec le PTB et en mettant à disposition une partie de nos services techniques compétents, nous pourrions imaginer d'envisager des plans de gestion par casier qui sont tous différents les uns des autres et qui concilieraient l'ensemble des enjeux. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît important. Dans les autres mesures qui nous paraissent également importantes, c'est le système d'alerte qui aujourd'hui nous paraît pas des plus performants. Et là également, des choses de modélisation devraient pouvoir être mises en place de façon à ce que quelques jours avant, les agriculteurs éleveurs puissent connaître le niveau de l'eau à chaque point du bassin. Et ça serait quelque chose de très utile pour gérer ces périodes de crise. Enfin, moi, je reviendrai simplement sur l'intérêt que nous sentons sur les niveaux des bassins, quelques bassins de rétention, petits ou grands, comme l'a précisé M. Borget. En tout cas, tout ça, c'est quelque chose qui permettrait de concilier à la fois les enjeux plus du bassin nord, qui est plutôt concerné par les problèmes de sécheresse, et le bassin sud, qui est souvent concerné par des problèmes d'inondation. Ouais. Et on pourrait concilier les deux enjeux, et j'insisterai également, comme l'a fait Nicolas tout à l'heure, sur l'état des lieux actuels des systèmes d'endiguement, de vannage et des émissaires qui, pour nous, mériteraient d'être sérieusement remise en état. Merci beaucoup, Monsieur Duvernois. Même question quasiment à Monsieur Pflugersdorfer. Donc, la région Grand Est que vous représentez est à cheval sur 3 grands bassins français. On va faire un peu de géographie, rappeler quelques notions. Vous êtes concerné par le bassin de la Seine, par le Rhin, la Meuse, le Rhône et la Saône, bien sûr. Et des démarches d'études et d'adaptation aux effets du changement climatique ont-elles été entreprises, à votre connaissance, sur d'autres bassins? Je ne sais pas jusqu'où s'étendent les compétences d'une région en la matière, mais avez-vous été concerné ou associé à ce type de réflexion sur d'autres zones? Alors la réponse la plus laconique est oui, et parce que nous avons entrepris une démarche extrêmement volontariste. Le fait est, et vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, c'est que la caractéristique de notre région Grand Est, c'est d'être au confluent de plusieurs bassins. Entre nous, on a souvent une image qui peut être parlante, c'est celle de château d'eau. Et dans ses multiples aspects, la Meuse en particulier est importante pour une partie de la Belgique et de la région de Bruxelles, en particulier au regard de l'alimentation des populations en eau potable. La Seine joue un rôle important au niveau de l'apport en eau au bénéfice de l'agriculture. Nos fleuves structurants sont concernés à la fois par le transport de matières pondéreuses, par le tourisme fluvial, mais également par un certain nombre d'aménagements liés à la production d'énergie hydroélectrique, voire aussi des problématiques de refroidissement de centrales nucléaires, pour dire les choses. Par ailleurs, nous avons une attention évidemment très forte à la problématique du risque qui a été illustrée à plusieurs reprises ce matin, et nous avons aussi l'espoir que l'eau puisse être un facteur de développement touristique. Et tout ça dans le contexte que j'ai déjà souligné dans mon propos initial, qui consistait à se poser la question de quelle façon l'eau peut aussi nous servir comme un élément de réponse, sa valorisation, sa protection, sa mise en avant comme élément modérateur de résistance face au changement climatique. Alors, la façon dont nous avons appréhendé la chose est d'abord de mettre à disposition de l'ensemble des concitoyens de Grand Est de la ressource de l'information, parce que ça nous paraît être un des éléments centraux de ce qu'on peut appeler une démocratie environnementale. Et il en va, je sais que là également dans un propos antérieur, quelqu'un a évoqué le fait que pour certains sous-secteurs, on n'était finalement pas suffisamment renseignés.
C'est la démarche que nous avons entreprise à travers un vaste diagnostic avec une fin, avec un objectif très clair qui consiste à anticiper les déséquilibres hydriques qui pourraient intervenir dans les 20 à 30 ans à venir. Et donc cette étude menée grâce à l'appui aussi de l'agence de bassin Seine-Normandie et Rhin-Meuse consiste à évaluer la pression du changement climatique sur la disponibilité de la ressource. Et pour ce faire, on a isolé une 35 sous-secteurs qui ont une cohérence d'un point de vue et une homogénéité d'un point de vue hydrologique. Donc il s'agit pour chacun de ces sous-secteurs et le travail à ce niveau-là est quasiment fini, d'évaluer les ressources disponibles, mais également d'évaluer les besoins en eau, tout azimut, quelle que soit la nature, et tout le monde a souligné depuis ce matin le côté concurrentiel de l'usage de l'eau et des rôles, de son rôle socio-économique au sein de nos sociétés. Et donc, on a réalisé pour chacun de ces 35 sous-secteurs un bilan qui vise à établir un résultat positif ou négatif, à la fois sur un pas de temps qui est extrêmement court, c'est celui de l'année. Et là également, je me retrouve totalement par analogie au regard de ce qui a pu être dit par ailleurs s'agissant de la Saône, à savoir des étés beaucoup plus chauds et potentiellement plus secs, à l'inverse des hivers plus doux et potentiellement plus humides. Cette phase est achevée. Cette phase est maintenant mise à disposition. C'est la phase, je dirais, scientifique, qui consiste à créer le corpus. Maintenant, nous revenons vers les territoires pour partager des diagnostics territoriaux et pour construire la réponse. Alors, je voudrais encore faire, si vous le permettez, 3 remarques. Juste pour conclure, si vous le permettez, Monsieur Pflegerdorfer, si vous m'entendez. Vous m'entendez, Monsieur Pflegerdorfer? Ouais, non, en termes d'étiage, on va arriver au même résultat. On sait qu'on a les mêmes, on arrive aux mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'à moyen terme, 10 à 20% de baisse d'étiage. On a une focale, ça n'a pas été évoqué ce matin, mais nos cours d'eau ont aussi un rôle extrêmement important, enfin pas suffisamment évoqué en ce qui concerne la recharge de la nappe phréatique. Et pour nous, c'est un vrai sujet d'inquiétude parce que la modification des pluies efficaces altère profondément cette recharge. Enfin, permettez-moi de dire, puisque ça a été mentionné à plusieurs reprises, le Varenne de l'eau est un élément du débat. Je voudrais aussi dire qu'il ne fait pas à ce jour totalement consensus, confère des prises de position d'un certain nombre d'agences de bassin et également de l'OFB. D'où l'intérêt du travail que vous menez ce matin, qui consiste à multiplier les contacts et le dialogue entre les différentes parties prenantes. Merci. Et merci beaucoup, Monsieur Pflegerdorfer, une sorte d'interconsultation des parties prenantes. C'est ce à quoi nous nous attachons ce matin. Comme vous le savez, nous avons invité les participants qui nous écoutent et qui nous regardent à contribuer, à interagir avec vous et à vous poser directement quelques questions. Et je ne voudrais pas monopoliser le temps de parole. Et pour ce faire, je vais inviter Frank Weingartner, qui est coordonnateur du contrat Saône à l'EPTB Saône Doubs, qui nous a rejoint sur le plateau, à nous faire part de ces premières questions qui ont pu être posées sur le chat. Franck, je vous laisse nous dire éventuellement à qui s'adressent ces questions et on va en découvrir ensemble la nature. Alors, nous avons des questions nombreuses et variées sur différentes thématiques d'ailleurs. Et il y a un point qui a été souligné qui serait d'évoquer ces questions au travers des différentes tables rondes et sur l'importance de voir le côté transversal. Et nous avons donc 3 questions. La première est: est-ce que le curage permettrait de réduire les inondations ?
Alors, à qui voudrait répondre à cette question? Est-ce que le curage pourrait même permettre de réduire les inondations? Cédric Borget, quelques mots pour ce que vous en savez? Bon, on peut faire court, hein. Enfin, je vais essayer de faire court sur cette question. Dans les années 50-60, je pense qu'on a considéré les cours d'eau comme des tuyaux dont le rôle n'était que de transporter l'eau. Aujourd'hui, la politique a complètement évolué. On sait qu'un cours d'eau, il transporte des sédiments, voilà, la vie, voilà. Donc, aujourd'hui, le mot curage n'est plus forcément d'actualité, on va dire. Par contre, c'est sûr qu'il y a des efforts à faire en termes d'entretien. Voilà, M. Duvernois, M. Michaud l'ont dit, sur les petits émissaires, notamment les petits biefs. C'est pas ça qui va résoudre les problèmes d'inondation. Et puis, n'oublions pas que quand on facilite l'écoulement en amont, c'est autant d'eau qui arrive en plus en aval. Par contre, c'est sûr qu'il y a du travail à faire. On ne travaille plus comme on le faisait avant, c'est plus compliqué réglementairement, mais c'est pas pour autant impossible de toucher aux rivières. On entend souvent dire ça, hein, désormais on peut plus toucher à rien. C'est pas impossible, il faut le faire de manière concertée, planifiée sur plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est plus du curage qu'on fait, hein. On enlève de sédiments localement quand il y a besoin. Au coup par coup et selon les situations, chaque situation étant particulière. Merci pour cette réponse en direct. Franck, d'autres questions ? Oui, nous avons également le sujet de la ressource qui a été évoqué avec une question générale qui est peut-on craindre des tensions sur la ressource dans les prochaines années? Et une question un peu plus directe qui est est-ce que le stockage profite à la pénétration des eaux dans le sol pour les nappes phréatiques? Ah oui, merci. Effectivement, une question que nous aurions pu approfondir ou anticiper, mais voilà, je vous laisse également intervenir là-dessus. Une question. Cédric Borget, vous allez être sûrement souvent sollicité, mais voilà, c'est une question que peuvent se poser un certain nombre d'usagers. Voilà, concernant la tension de la ressource, d'une part, et justement la notion de stockage, là encore une fois, ou de rétention pour permettre un usage ultérieur. Voilà. Donc, alors, je monopolise un peu la parole pour la réponse, je suis désolé, mais et puis c'est pas votre rôle, là, cette table ronde, que de synthétiser justement les points de vue des différents acteurs. Alors, c'est vrai qu'on s'est focalisé nos différentes interventions sur la problématique inondation, parce que c'est celle qui touche au jour le jour le plus de monde sur la Saône, mais on sent bien poindre cette tension qui va arriver sur la ressource en eau. Les interventions de ce matin, y compris aux tables rondes précédentes, l'ont bien souligné. Est-ce que le stockage sera une solution pour renforcer cette ressource ou réalimenter les nappes, si j'ai bien compris la question. L'alimentation des nappes, justement, pour peut-être le soutien de futurs usages ou favoriser de futurs usages, peut-être le soutien aussi des cours, peut-être. C'est vrai qu'il y a un inconvénient du stockage en surface, c'est que l'eau qui est stockée en surface, elle s'évapore à raison de à peu près 1 centimètre par jour en plein été. Et on a vu avec les résultats des travaux de M. Ahmed Suchet ce matin là, qu'avec le changement climatique, on allait avoir plus chaud en été, et donc le 1 cm par jour, il va être certainement dépassé, et donc toute cette eau comme en surface risque de partir. Le stockage le plus sûr, entre guillemets, est bien dans les nappes, et le stockage qu'on fera en surface ne va pas forcément alimenter les nappes. Il y a des travaux qui sont faits sur la vallée de la Seine notamment pour recharger les nappes de manière artificielle à partir de casiers dans le Limageur ou de gravières où on va vraiment injecter de l'eau en force dans les nappes. Pour l'instant, sur la Saône, on n'en est pas encore à se poser des questions sur la mise en œuvre d'ingénierie de ce type-là, mais ça pourrait éventuellement être le cas. Par contre, moi je distinguerais vraiment stockage en surface et stockage souterrain, parce qu'il ne me semble pas, et je suis peut-être pas fin connaisseur sur le sujet, qu'un stockage en surface va alimenter la nappe. C'est pas son rôle qu'on attend. Merci Cédric Borget pour ces précisions. Monsieur Barbu, je vous en prie, vous êtes là justement, vous êtes un peu notre caution scientifique pour valider un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Pas seulement sur la caution scientifique, mais en tout cas sur les secteurs effectivement où il y a des conflits, où il y aurait des conflits d'usage entre différents usages agricoles, eau potable et notamment industriels pour les principaux.
L'État a prévu et réalise déjà réalisé des diagnostics et met à jour ces diagnostics au regard des sécheresses récentes qui révèlent éventuellement des nouveaux territoires, a prévu d'identifier de qualifier, de comparer la ressource disponible par rapport aux usages et identifier sur certains territoires où finalement les usages et les besoins en consommation d'eau en période estivale de sécheresse sont éventuellement supérieurs ou se rapprochent dangereusement de la ressource en eau disponible. Et sur ces territoires-là spécifiques qui ont été effectivement identifiés sur l'ensemble de la région, il y a des organisations qui sont prévues et qui fonctionnent et qui, au travers d'études qui ont été faites, qui définissent des volumes attribués à tel usage, enfin, des limitations de volume de prélèvement d'eau, notamment pour le monde agricole, industriel et également eau potable, en fonction de la répartition de ces usages et saisonniers. Alors vous nous dites que certaines zones ont déjà été identifiées, mais compte tenu du prévisionnel que vous avez partagé tout à l'heure, est-ce qu'on risque pas d'avoir de plus en plus de zones concernées à l'avenir? Alors ces zones vont peut-être évoluer dans leur enveloppe géographique, voire dans leur dimension. Ce sont les mêmes zones probablement qui vont être concernées. Donc il y a une actualisation qui est en cours pour regarder effectivement au regard des sécheresses récentes 18, 19, 20 et des perspectives des projections du changement climatique, comment effectivement identifier éventuellement des nouvelles zones de tension qui n'étaient pas en tension jusque-là, puisque la ressource était suffisante, mais qui le serait peut-être demain. Mais il y a déjà des zones, des organisations qui existent déjà, et sur certaines zones particulières, notamment le secteur Ouche-Tivouge, en tout cas pour le plus proche de la Saône, il y a déjà des organisations qui sont là pour limiter les prélèvements d'eau, tout usage, en toute période, industrielle, eau potable et agricole. Merci Monsieur Le Barbu pour ces précisions. Monsieur Borget, je me retourne vers vous de nouveau, désolé de vous solliciter aussi souvent, mais vous avez une vision globale par définition, justement, avec, à travers le PTB. Monsieur Michaud évoquait tout à l'heure la déprise imminente et continuelle d'une partie de la déprise agricole sur certaines zones, notamment les zones inondables, et en particulier une déprise de l'élevage, qui a déjà eu lieu dans des zones moins réputées en ce qui concerne leur fertilité, qui sont les zones humides par exemple, dans lesquelles on essaye, pour ce qu'on en sait, de maintenir aussi une activité d'élevage si possible, une activité prairiale en tout cas. Et Monsieur Michaud nous alerte là-dessus en nous disant qu'à la limite, le peu d'élevage qui reste sur ces zones inondables est lui-même menacé pour des raisons économiques notamment. Comment est-ce qu'on concilie tout ça ? C'est vrai que les prairies d'élevage sur la Saône sont très importantes pour l'économie locale, mais aussi pour la biodiversité. Et le rôle des collectivités qui travaillent dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, c'est aussi de faire en sorte que l'élevage puisse continuer à exister et à favoriser le maintien de l'élevage là où il pourrait y avoir des tensions, notamment liées aux crues. Les dernières inondations printanières des années 2016 jusqu'à 2019, il a fallu sortir parfois, rentrer les troupeaux 4 ou 5 fois au début du printemps, ça peut vraiment remettre en cause décourager les éleveurs. Donc nous, notre travail, au service des collectivités, c'est d'essayer de trouver un moyen de faciliter la pérennité de cette activité, en donnant, si possible, par exemple, des meilleures informations sur l'alerte. Donc là, on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas faire quelque chose un petit peu plus calé, un petit peu plus bas que Vigicru, c'est-à-dire ne pas attendre l'alerte officielle pour les populations du préfet. Donc une anticipation pour les professionnels. Tout à fait. Et puis, faut qu'on y travaille encore, mais essayer de voir si on ne peut pas faciliter, par exemple, des rehausses d'accès aux parcelles pour faciliter l'évacuation du bétail, ou le ressuyage, comme on en parlait tout à l'heure, le fait que l'eau reste pendant 4-5 semaines après une crue dans certaines zones est pose vraiment problème quand c'est pas des zones humides complètement naturelles. Il faut qu'on essaie de trouver des solutions. Merci Cédric Borget. Monsieur Michaud, je pense que chacun est conscient ici autour de la table justement des difficultés de ces tensions, des difficultés parfois structurelles pour un certain nombre d'élevages, mais bon, sans vouloir en remettre une couche sur le contexte et le conjoncturel, c'est vrai que par exemple quand on a constaté qu'une partie du lait bio cette année a été commercialisée
au prix du lait standard, on se dit, même quand on cherche à valoriser et à améliorer, je dirais, les marges de manœuvre à travers le prix des produits, on a aussi le mur parfois de l'économie ou de la distribution qui se présente devant vous. Comment envisagez-vous justement d'aborder cette période de turbulence, une de plus, j'allais dire, pour la profession, mais effectivement, il vous faut concilier avec tous ces événements en même temps que l'on vous demande ces efforts qui sont légitimes, vous l'avez dit vous-même. Non, mais c'est vrai que vous appuyez sur un point aujourd'hui où tout le monde veut nous emmener sur un système de conversion en bio, et on voit aujourd'hui la limite du système, et notamment en élevage, qu'on n'arrive pas à valoriser le produit par rapport au consommateur. Donc il y a quand même un réel problème entre la demande et l'offre du produit. Mais moi je insiste bien sur la valeur des prairies. Moi je suis éleveur également, et on a tout intérêt à préserver nos prairies dans le Val-de-Saône, mais il faut malgré tout qu'il y ait un prix rémunérateur pour les filières, qu'ils soient bio ou conventionnels. Il faut un débouché derrière, et aujourd'hui c'est ce qui manque un petit peu dans les perspectives. Et malheureusement, il y a aussi les générations qui évoluent. Le papy boom aujourd'hui arrive bientôt en retraite, et il y a plus cette attraction aussi des jeunes générations à se orienter sur la production d'élevage. Donc voilà, il faut aussi que ça reste une production attractive pour nos jeunes de demain, si on veut préserver notre écosystème lié au Val-de-Saône, et qui aura aussi des impacts très importants. On a attendu aussi au virage par rapport à la qualité de l'eau. C'est-à-dire, plus il y aura de prairies en bord de Saône, plus on va faire un peu le filtre par rapport à la ressource de la qualité par rapport au puits de captage. Et ça a été évoqué aujourd'hui, la population qui est concentrée sur le bassin de la Saône est de plus en plus important. Et on a vraiment conscience de ces projets-là aujourd'hui. Nous, on est acteurs, et il faut nous aider justement à ce que demain, on puisse encore installer des jeunes. Merci Monsieur Michaud. Monsieur Duvernois, pour ce que vous en savez en tant qu'élu, est-ce que vous avez déjà eu vent de dispositifs ou d'expériences réussies en d'autres départements, d'autres régions, qui permettent d'accompagner justement, de soutenir les éleveurs dans leur maintien dans ces zones particulièrement sensibles ? Non, je n'ai pas d'exemple concret. Je pense que ce qui est intéressant peut-être aujourd'hui, il y a eu une allusion tout à l'heure par la directrice de VNF à ce qui se passe sur le bassin du Rhône, avec la nouvelle prolongement de la concession pour la Compagnie nationale du Rhône, avec des enjeux agricoles importants. Je sais que cette prolongation a été votée à l'unanimité du tour de table, qui est assez éclectique, donc il serait peut-être bien qu'on s'en inspire pour aussi trouver des consensus au niveau du bassin. Merci Monsieur Borget. Chez vos collègues, j'allais dire, dans d'autres établissements publics de bassin, est-ce que vous avez connaissance d'expériences qui pourraient intéresser le Val-de-Saône et le cours de la Saône en général, dans toutes ces zones d'élevage qui vont de l'amont jusqu'à presque l'aval ? On pourrait citer, c'est vrai qu'on ne les a pas encore vraiment mis en place sur le Val-de-Saône. Il y a des dispositifs service environnemental rendus, donc d'indemnisation ou de financement indirect. On pourrait imaginer, je sais que c'était pensé il y a quelques années aussi, développer une marque ou un label local pour essayer de mettre en valeur la production locale. Alors ça, c'est certainement des choses à réfléchir au sein de la profession agricole. Alors, les filières, pour l'expérience qu'elles en ont, vous diront attention à la multiplication. Au millefeuille des labels qui ne signifient plus grand-chose pour les consommateurs, c'est aussi une difficulté. C'est tout à fait. Après, non, sur l'échange, alors au sein en France, il y a une trentaine de PTB comme le nôtre. Les grandes vallées inondables comme la Saône, il n'y en a quand même pas énormément. On va se rapprocher du côté de la Loire. Et au niveau européen, peut-être ? Et au niveau européen, il y a certainement effectivement des expériences à reprendre. Le plan Rhône, auquel faisait allusion Monsieur Duvernois tout de suite, c'est vraiment effectivement pour nous l'occasion d'aller chercher des financements européens pour des choses un petit peu innovantes comme ça, favoriser l'élevage en zone de plaine inondable. Effectivement, je pense qu'on pourrait trouver des nouveautés techniques et financières pour cette action. Oui, je vous en prie, M. Duvernois. Un élément, c'est qu'à mon avis, ce qui me paraît important, c'est que les agriculteurs sachent ce que l'on attend d'eux.
Hein, ils sont capables d'adaptation, ils l'ont prouvé. Mais par contre, on ne peut pas les laisser démunis comme ça a été le cas après ce qui s'est passé en 2021. Donc, voilà mon sentiment. Il faut qu'ils sachent clairement ce que la population, leurs concitoyens attendent de leur mission. Et votre message, oui, bon, je pense que l'information est connue, mais cette table ronde nous aura permis aussi de rappeler, au-delà des enjeux, les préoccupations, les contraintes des uns et des autres. En tout cas, merci beaucoup pour vos informations très complémentaires quant au rôle des uns et des autres, quant aux complémentarités de bonnes pratiques aussi qu'on peut envisager pour la Saône, et c'est tout ce que nous souhaitons. Juste avant de terminer cette table ronde, je vais vous proposer de découvrir ensemble le contenu d'une consultation, d'un sondage auquel nous allons procéder dans un instant. Et nous ferons de même cet après-midi. Nous allons maintenant commencer à vous redonner la parole, vous qui êtes participants de cette journée et qui nous regardez et nous écoutez, pour donner votre avis de manière encore plus concrète sur tel ou tel point de nos échanges. Alors vous trouverez sous la fenêtre de notre direct un bouton sur lequel je vous invite à cliquer afin de participer à notre sondage. Et il s'agit ici de 5 premières questions qui vous seront posées pour mieux connaître la vision du Val-de-Saône par les différents acteurs que vous représentez. Vous êtes ainsi invité donc à donner votre avis concrètement, comme je le disais, sur des propositions non moins concrètes qui vous sont faites. Et vos réponses et leur synthèse vous seront présentées lors de notre restitution en fin de journée, après la 4e et ultime table ronde. Vous avez quelques minutes pour répondre, d'autant plus que nous allons vous proposer tout de suite après une première pause, sans parler de la pause déjeuner tout à l'heure, mais une pause peut-être plus technique qui vous permettra de vous dégourdir un peu les jambes ou d'aller prendre un café, qui permettra aussi à nos intervenants de se reposer ou de se préparer pour ce qui concerne ceux qui nous rejoindront tout à l'heure. Donc encore une fois, je vous le rappelle, un bouton va, si ce n'était déjà fait, s'afficher sur votre écran. Je vous invite à cliquer sur ce bouton pour participer au sondage. Si celui-ci tardait à démarrer, ne vous inquiétez pas, vous aurez encore tout le temps d'y répondre, mais les réponses pourront arriver très vite. Voilà, le bouton s'affiche théoriquement, à vous de voter. Vous avez encore un peu de temps pour ce faire, mais je vous invite à le faire maintenant rapidement, puisque vous avez un compte à rebours qui s'affiche. Voilà, je vous laisse découvrir les 5 questions et y répondre. Je vous laisse encore quelques temps. Je propose à nos invités de rester encore quelques temps avec nous également avant de les remercier dans un instant. Donc comme je vous le disais, une pause vous est proposée tout de suite après qui vous permettra de prendre quelques minutes de détente et nous nous retrouverons à l'issue de cette pause pour parler qualité après avoir parlé quantité. Si la qualité de l'eau de la Saône donnait envie de s'y baigner un jour ou l'autre et voire prochainement, nous discuterons de cela avec 5 nouveaux invités, dont une directrice de recherche à l'INRAE qui nous fera une présentation introductive comme nous venons de le faire avec Monsieur Le Barbu pour cette table ronde consacrée à la quantité. Voilà, le temps est reparti pour vous laisser quand même le temps de répondre. Je vous laisse participer à ce sondage. Merci d'avance pour vos contributions qui seront dévoilées tout à l'heure sous forme de résultats et de synthèse à l'issue de cette journée, après la 4e et utile table ronde de cette journée, comme je vous le disais il y a un instant. Merci encore pour votre présence, vous êtes très nombreux, vous êtes connectés d'un peu partout, y compris d'autres régions. Merci encore une fois pour votre présence et votre participation à travers ce type de consultation qui vous a été proposé dans le cadre de cette journée. J'en profite alors qu'approche la fin du compte à rebours pour remercier nos invités qui ont participé à cette table ronde consacrée à la quantité de l'eau, autour de la Saône. Monsieur Frédéric Fliegerdörfer, conseiller régional de la région Grand Est, qui était avec nous en visio depuis sa région. Monsieur Michel Duvernois, conseiller départemental de Saône-et-Loire. Monsieur Nicolas Michaud, membre du bureau de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, en charge de la gestion quantitative. Monsieur Jean-Yves Roussel, ici présent également, responsable de l'unité Grande Saône à Voies navigables de France. Et enfin, monsieur Cédric Borget, directeur de l'EPTB de Saône-et-Doubs. Mais bien sûr, sans oublier monsieur Erwan Le Barbu, chef de département adjoint hydrométrie et gestion quantitative à la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté. Merci messieurs pour votre participation, pour vos contributions, pour tout l'intérêt de votre contribution à nos échanges et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée.